Mardi 3 juillet 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision à Labari. 19h45 que nous débutons avec cette brève 5e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi des finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit d'Ali Idrissa du Rotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association Alternative Espace Citoyen, Noufou Arzika et Maître Lerwan Abdraman du MPCR et plusieurs autres personnes. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans différentes prisons civiles de la région de Tillabéri, réparties comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filengue, Noufou Arzika détenu à Tillabéri, Moussa Tchangari à la prison de Walam, Maître Lerwan Abdraman à Daikena. Deux autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 79e jour de prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournons la page et Thierry Ibrahim d'Alternative Espace Citoyen arrêté dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. À Zender également, deux acteurs de la société civile, Yahya Badmassi d'Alternative Espace Citoyen et Sadat Ilia Damalan du MPCR continuent à garder prison pour leur détermination dans le combat contre la loi de finances 2018. Depuis les arrestations de tous ces acteurs de la société civile et les autres au Niger et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger leur libération. Et justement, le procès de ces acteurs de la société civile prévu pour se tenir ce mardi 3 juillet, il y a 3 mois pour un délit de participation à une manifestation interdite et destruction de biens publics a été reporté pour le 10 juillet prochain. Suivez ce reportage signé Adeta Salah et Sadou Doumi. Ils sont nombreux les camarades de lutte, parents, amis et connaissances des acteurs de la société civile arrêtés le 25 mars pour délit de manifestation illégale et destruction de biens publics à faire le déplacement au palais de justice de Niamey pour assister à leur procès prévu se tenir ce mardi 3 juillet. Un procès est reporté au 10 juillet prochain à la grande déception des acteurs de la société civile. Nous sommes au regret de vous informer que nous n'avons pas une justice indépendante. Nous avons compris à travers ce qui s'est passé aujourd'hui que nous avons une justice qui est aux ordres. Nos camarades détenus depuis 100 jours ont eu la notification du procès aujourd'hui. Les avocats étaient informés et il a fallu hier seulement pour que, sur instruction du ministre d'État Bazoum, qu'il commande et qu'il instruise la ville de Niamey à se constituer en partie civile pour pouvoir maintenir davantage nos camarades en prison. Et c'est ce qui fut fait. Aujourd'hui, la ville de Niamey vient pour demander un report parce qu'ils n'ont pas eu accès au dossier. Mais ce qui fait le plus mal, c'est que ni le juge, ni le procureur, encore moins les avocats, n'ont pas été informés que nos camarades ne doivent pas venir à Niamey aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que le ministre de l'Intérieur a instruit le haut commandant de la garde pour demander aux régisseurs de ne pas faire le déplacement de nos camarades des différentes prisons de la région de Tillabéri sur Niamey. Et jusqu'à ce matin, personne n'a été informé et la preuve, vous avez vu, vous avez été témoin des débats, c'est que le procureur, le président, les avocats, nos camarades détenus et nous-mêmes, autres acteurs, n'avions pas cette information. Rendez-vous donc le 10 juillet prochain au tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour soutenir ces acteurs de la société civile qui luttent contre certaines mesures antisociales contenues dans la loi des finances 2018 et qui sont gardés en prison il y a plus de 3 mois.
Et justement, après ce report du procès, des acteurs de la société civile arrêtés le 25 mars dernier, le collectif des avocats a animé cet après-midi un point de presse. Le collectif dénonce une mainmise dans le dossier, raison pour laquelle le ministère public n'a pas extradé les détenus ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, comme en atteste un des membres du collectif, Maître Daouda Samna. Lorsque nous avons insisté pour demander de nous donner les raisons pour lesquelles les prévenus n'ont pas pu être extraits, il nous a été répondu, et c'est un extrait primitif que j'ai ici. Il nous a été répondu: Monsieur le Président, je vais informer le bâtonnier. Cette audience, je ne devais pas être ici. Ce n'est pas mon audience. Et je pense que ce n'est pas une incapacité. On m'a dit de venir prendre mon audience ce matin. Je cite toujours Madame le procureur qui était à l'audience ce matin. Ils n'ont pas été extraits parce qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas dire ici. Mais alors, quelle est cette vérité qu'on ne peut pas dire dans un prétoire? Quelle est cette vérité pour laquelle nos clients n'ont pas été extraits? Vous pouvez d'ailleurs suivre l'intégralité de cette intervention en partie magazine. Arifa Hassan, c'est le nouveau secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il a été élu lundi à l'issue d'un scrutin libre et transparent. Réaction du tout nouveau secrétaire général de l'Union dans ce reportage signé la rédaction Labari. L'Union des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey, IONUN, a un nouveau bureau. Ainsi, à l'issue d'une élection libre et transparente, c'est désormais Arifa Hassan qui a été élu comme nouveau secrétaire général de l'IONUN. Et c'est là pour un mandat d'1 an, avec comme seule arme le dialogue. Arifa et son équipe promettent de faire du mieux qu'ils peuvent pour contribuer à améliorer le cadre de vie et d'études des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. La particularité du combat que nous allons mener, c'est que c'est un combat qui aura tout avantage en priorité, notamment de faire prévaloir le dialogue. Nous pensons que nous avons des partenaires responsables, nous avons des partenaires qui doivent avoir le souci de l'avancement, en fait, du développement de notre institution universitaire, parce qu'en la développant, c'est le pays qui en profitera. Et nous pensons que ces partenaires-là, quand même, ont l'écoute nécessaire en tant qu'intellectuels, être politiquement intelligents, ils doivent comprendre les arguments les plus clairs, les plus limpides pour savoir que, en fait, les étudiants défendent un intérêt, mais leur intérêt est celui de l'institution, l'intérêt de l'institution est celui du pays. Pour mener à bien leur mission, l'UNUN en appelle à l'adhésion de tous. En appelant l'ensemble des militantes et militants de l'UNUN à se regrouper comme un homme et à se dresser comme un homme autour du comité exécutif, de rester disponible et prêt à répondre à tout appel que le comité exécutif sera appelé à lancer à leur endroit. Car oui, nous l'avons toujours dit, c'est dans l'unité, dans l'acte de l'union que nous mènerons des actions qui paieront, Inch'Allah. Bon vent donc à la nouvelle équipe dirigeante de l'UNUN et du courage, car la tâche n'est point facile au vu des multiples problèmes auxquels est confrontée l'université Abdou Moumouni de Niamey. Parlons toujours éducation avec ce non-respect de l'arrêté institué depuis 2007 par le gouvernement autorisant un repêchage des candidats aux examens de fin d'année. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Élément de réponse dans ce reportage signé Nafissatou Zakou et Halidou Brema. C'est dans le but de rehausser le taux d'admission aux brevets d'études du premier cycle que le gouvernement a institué depuis 2007 un arrêté autorisant un repêchage des candidats aux examens de fin d'année. En effet, cet arrêté n'a jamais été respecté par les autorités en charge de l'éducation secondaire, ce qui constitue en quelque sorte une baisse de niveau pour les élèves selon le secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire. Dans ce décret,
on a défini les conditions d'admissibilité. Pour être admis au premier groupe, il faut avoir 10 surveillants. Maintenant, pour être autorisé à passer le deuxième groupe, ce décret dit qu'il faut avoir 8 surveillants. Comme du reste au baccalauréat, c'est la même disposition. Mais on s'est rendu compte que depuis le ministre qui a fait la réforme, qui a conçu le décret, cette disposition n'a jamais été respectée. Chaque année, la veille des délibérations, les ministres en charge de l'enseignement secondaire, ils demandent qu'on leur envoie les résultats avec les 8 surveillants. Si les résultats ne sont pas bons, ils décident comme ça, sans aucune base, de demander aux membres du jury de repêcher jusqu'à 7 surveillants. Vous voyez? Alors que c'est une disposition d'un décret qui fixe les 8 moyennes. L'autre disposition qui n'est pas du tout appliquée, c'est celle qui dit qu'un candidat qui est autorisé à passer le deuxième groupe, il faut qu'il ait 10 surveillants pour être déclaré admis. Dès qu'on passe le deuxième groupe, des instructions sont données au niveau des jurys pour faire passer tout le monde. Même ceux qui n'auraient écrit, on dit il faut les faire passer. Vous pouvez comprendre que des gens qui disent qu'ils veulent de la qualité de l'enseignement, qui disent qu'ils veulent un système performant, qui se livrent à ce genre de pratique. Donc c'est ce que nous, on relève. Si nous voulons véritablement des brevetés méritants, il faut respecter les dispositions du décret de 2007 et puis son arrêté d'application. Face à une telle situation, les enseignants appellent le ministre de l'enseignement secondaire au respect de cet arrêté pour la bonne marche de l'école nigérienne. On n'a pas encore les résultats, mais j'ai l'intime conviction que ça ne sera pas respecté. Vous savez pourquoi? Parce que nos ministres n'ont pas le courage de voir les défaillances du système. Parce que les résultats à un examen sont un indicateur. Mais il n'y a pas que cet indicateur. Il faut que cette année, si vous voulez voir si le système est efficace, il faut passer dans nos établissements, voir le taux d'élèves. Il ne reste plus qu'à espérer que les résultats de cette année soient meilleurs que ceux des années précédentes, même si cette année a connu un coup dur du fait des séries de grèves observées. Lancement ce matin à l'école primaire Herman Mener de la campagne de sensibilisation et d'éducation sur l'hygiène bucco-dentaire. L'initiative est celle d'un groupe de médecins chirurgiens dentistes en collaboration avec la direction régionale de la santé publique, avec le soutien de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. On fait le point de cette journée de sensibilisation avec Nafissatou Yahya sur les images de Aboubakar Souley. Regardez bien comment on va se servir de la brosse pour brosser toutes vos dents. Cette campagne de sensibilisation et d'éducation sur la santé bucco-dentaire qu'organise ce groupe de médecins chirurgiens dentistes en collaboration avec la Direction régionale de la santé publique et l'Union française pour la santé bucco-dentaire, à l'intention des enfants, vise à les encourager et les responsabiliser dans l'application des règles d'hygiène bucco-dentaire. L'objectif de cette sensibilisation bucco-dentaire est surtout d'encourager et de responsabiliser les enfants sur l'hygiène bucco-dentaire. Et surtout, nous voulons attirer l'attention des parents quant aux bonnes pratiques d'hygiène bucco-dentaire. Donc pour cela, nous avons décidé d'organiser des séances de sensibilisation à l'orphelinat SOS Village, au complexe Saint-Damien Myriam de Nazareth, à Ilsak Chinouma et les cours de vacances La Perle. On conseille de brosser les dents séparément, c'est-à-dire brosser les dents du haut et les dents du bas. Et on conseille aux enfants et aux parents de disposer d'une brosse à dents souple pour ne pas blesser la gencive. Donc le meilleur brossage se fait de la gencive vers la dent. C'est un système de balayage. On tire toujours du rouge vers le blanc. Et le brossage doit prendre minimum 2 minutes. Minimum 2 minutes. Et nous conseillons surtout la visite régulière chez le chirurgien dentiste dès l'âge d'1 an. Une session de sensibilisation qui semble intéresser les enfants et leurs parents, qui ne cachent pas leur satisfaction. Nous remercions ce groupe de chirurgiens dentistes qui ont pris vraiment au sérieux la question de l'enfance
parce que l'adulte, ça commence par l'enfance. Pour devenir adulte, il faut être un bon enfant et en bonne santé. Et la bonne santé bucco-dentaire importe dans le cadre du développement sanitaire d'un individu. Cette séance de sensibilisation nous est éclairée, et même pas seulement les enfants, même les adultes qui étaient là, les a beaucoup éclairés sur la santé bucco-dentaire. On utilise seulement, mais on ne sait pas comment bien utiliser. Maintenant, avec la sensibilisation, on a appris à comment bien utiliser. Les enfants sont en train d'essayer même, il y en a qui ont commencé. Avant, ils utilisaient mal, maintenant, on leur a appris comment bien l'utiliser. Je pense qu'elle est essentielle puisque beaucoup d'enfants qui sont ici ne savent pas comment se brosser. Donc, c'est un plus pour eux, car aujourd'hui, ils ont appris beaucoup sur comment brosser les dents. Et pour joindre l'utile à l'agréable, des kits composés d'une brosse à dents et d'un dentifrice ont été distribués aux enfants des familles SOS Village et ceux du complexe Saint-Damien qui accueille cette première journée de la campagne qui va se poursuivre jusqu'au 4 juillet dans 2 écoles primaires de la capitale, à savoir pour le vacances La Perle et Noma. En cette saison de pluie, plusieurs artères de la capitale font face à un problème d'évacuation d'eau. À l'exemple du rond-point Pain Doré qui a suscité ce reportage de Nafissatou Hassan. Le système de drainage des eaux usées, les caniveaux sont indispensables dans la ville, surtout à cette saison de pluie. Seulement l'état de ces caniveaux laisse à désirer, à l'image de celle du rond-point Pendoré, où les eaux stagnées causent ainsi des préjudices aux riverains. Avant les travaux de l'échangeur, on a ces difficultés, mais l'échangeur a plus gravé encore de plus, puisque Satom a placé ces camions ici de travaux. Donc plusieurs mois, nous pensons qu'ils vont nous aider à se débarrasser de ça. Donc vous voyez ce qui est encore amené grave, ce qui a encore aggravé la situation de ce quartier encore. Vous voyez, c'est le début de l'année de saison de pluie. Donc on n'a même pas encore entamé la saison de pluie. Donc c'est le début, donc nous pensons qu'on va rencontrer beaucoup de difficultés si ça continue comme ça. Face à cette situation inconfortable, les riverains lancent ces cris de détresse. L'administrateur délégué et le gouverneur actuel de Niamey, avant-hier, il a fait quelques opérations ici. Nous pensons qu'il va penser à nous parce qu'il a vu ici, donc il a dépassé sans rien dire. Donc vraiment nous lançons l'appel, il n'a qu'à penser à ces quartiers de Bani Zumbu, plus précisément au rond-point Pendoré. Vraiment nous vivons dans ces difficultés chaque saison de pluie. Le problème du système d'évacuation d'eau usée doit être résolu bien avant la saison des pluies. Même si certains caniveaux ont commencé à être curés, beaucoup attendent jusque-là. Un programme dénommé Justice et Réconciliation dans la région de Difa a été officiellement installé ce mardi. Une initiative du Haut-Commissaire à la consolidation de la paix. Objectif, créer les conditions d'un retour de paix dans cette région déstabilisée par les attaques de Boko Haram depuis bientôt 4 ans. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa. Au moment où la région de Difa continue à être secouée par les attaques de Boko Haram, les autorités s'activent pour réconcilier les fils et filles du terroir dans le souci de faire régner et de consolider la paix dans cette région. Pour ce faire, plusieurs programmes sont prévus. C'est plusieurs dizaines de milliards de francs CFA qui ont été mobilisés avec les partenaires et effectivement dépensés. Rappelons ici quelques projets phares, comme la promotion du gaz de cuisine dans la région de Difa, la construction et l'équipement de centres de formation au métier et de centres de formation alternative, ou encore les différents AGR, activités génératrices de revenus au profit des jeunes, des femmes, et aussi les travaux à intérêt communautaire, comme par exemple la coupe de prosopis et j'en passe. Un troisième aspect de cette lutte est la dimension judiciaire, car le Niger est une démocratie et un état de droit. Au Niger, nous ne croyons pas à la loi du talion, nous n'exécutons pas sommairement nos ennemis, fussent-ils des terroristes notoires. En dehors de ceux qui meurent au combat, les armes à la main, tous les autres, terroristes et complices,
sont arrêtés pour suivre les rigueurs de la loi. Bien que les terroristes de Boko Haram poursuivent leurs atrocités dans la région, les autorités pensent quand même aux stratégies pour le retour de la paix de cette partie du Niger. Le Niger a également élaboré les grandes lignes d'une stratégie de sortie de crise pour la région de Difa. Car comme vous le savez, toute guerre est appelée à finir un jour ou l'autre. Un retour effectif sur la paix suppose de surmonter les stigmates de la guerre et de renforcer la cohésion sociale pour assurer l'épanouissement des communautés. Le traitement des repentis de Boko Haram, internés à Gourmaria, et le sort des prisonniers de Boko Haram de Koutoukale, Niamey et Kolo se poseront alors avec acuité. Mais les repentis, vous le savez, sont destinés un jour à être réinsérés et réintégrés dans leur communauté. De même, certains prisonniers seront innocentés et relaxés, et d'autres libérés après avoir purgé leur peine. Il faut donc préparer les esprits à cette évolution. En attendant le retour de cette paix, le Niger continue d'enterrer ses morts. Rien que le week-end dernier, 10 militaires ont été tués par les éléments de Boko Haram à Blabérine, c'est dans le département d'Ingingimi. Place à présent à la partie magazine consacrée à la sortie médiatique du collectif des avocats des acteurs de la société civile arrêtés depuis le 25 mars dernier. Très bonne réception à vous. Nous avions eu à animer un point de presse au cours duquel justement on s'insurgeait contre le fait que nos clients aient été déportés à Filengi, à Walam, à Tera et à Tilaberi. Parce qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne permet à un juge d'instruction de placer en détention des inculpés dans une prison hors de son ressort. La conséquence, c'est que ce matin, à notre grande surprise, alors même que le dossier était en état d'être plaidé, parce que toutes les parties ont été citées, les avocats que nous sommes avaient reçu notification de la date d'audience du 3 juillet. Ce matin à l'audience, lorsque nous sommes arrivés à l'audience, nous avons eu la froide surprise de constater l'absence de nos clients à cette audience. Et à l'audience, naturellement, le président du tribunal avait posé la question au ministère public pour lui dire pour quelles raisons les prévenus n'avaient pas été extraits. À cette réponse, le ministère public a répondu à travers la dame, madame le procureur qui était à l'audience, qu'il n'a pas de réponse. Nous avons alors interpellé le bâtonnier de l'ordre des avocats, le bâtonnier en exercice, pour lui dire de constater de lui-même le dysfonctionnement de la justice. Dysfonctionnement que le ministère public a reconnu, dysfonctionnement que la partie civile a reconnu, mais dysfonctionnement inadmissible dans un état de droit. On ne peut pas détenir quelqu'un, des prévenus, des personnes, et ne pas être à même de savoir pourquoi ils n'ont pas pu comparaître à une audience. Alors même qu'il revenait au ministère public de prendre toutes les dispositions pour que les prévenus puissent comparaître. Lorsque nous avons insisté pour demander de nous donner les raisons pour lesquelles les prévenus n'ont pas pu être extraits, il nous a été répondu, et c'est un extrait primitif que j'ai ici, il nous a été répondu: Monsieur le Président, je vais informer le bâtonnier, cette audience, je ne devais pas être ici, ce n'est pas mon audience, et je pense que ce n'est pas une incapacité.
On m'a dit de venir prendre mon audience ce matin. Je cite toujours Madame le procureur qui était à l'audience ce matin. Ils n'ont pas été extraits parce qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas dire ici. Mais alors, quelle est cette vérité qu'on ne peut pas dire dans un prétoire? Quelle est cette vérité pour laquelle nos clients n'ont pas été extraits? Dans ce dossier, nos clients ne sont pas des terroristes, nos clients ne sont pas des criminels, il s'agit de manifestants, des gens qui ont estimé exercer un droit constitutionnel, qui ont été poursuivis, placés en détention, et la moindre des choses à laquelle ils puissent prétendre, c'est au moins d'avoir droit à un procès équitable. Qui dit procès équitable dit le droit d'être entendu par un juge impartial. Et ce matin, les avocats que nous sommes, nous étions prêts à démontrer la fragilité des éléments sur la base desquels ils ont été arrêtés. Nous étions prêts ce matin à démontrer l'irrégularité aussi de toute la procédure. Mais on n'a pas voulu que notre cause soit jugée parce que, comme je voulais relever, il y aurait une main invisible dans ce dossier qui a fait en sorte que nos clients n'ont pas pu être extraits ce matin. Et nous disons, comme l'a dit d'ailleurs le bâtonnier de l'ordre des avocats, c'est une situation inédite. Inédite, mais inadmissible. Nous n'avons pas, mes collègues et moi-même, nous n'avons pas prêté le serment d'avocat pour assister impuissants à cette descente aux enfers de notre système judiciaire. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour que force revienne à la loi. Nous allons nous battre pour que, de manière impartiale, que la cause de nos clients puisse être entendue.